Bonjour. Alors aujourd'hui, il va être question de graphes, ou plutôt de configuration et d'isomorphisme exceptionnel de groupes. Alors tout d'abord, je tiens à dire que ce diaporama que vous allez voir, c'est le diaporama de Marie Perronnier, ma co-auteure des carnets de voyage, et qui l'avait présenté au séminaire de la détente de l'ENS Lyon. Séminaire bien sympathique où on présente des mathématiques qui se regardent dans la détente, la joie et la bonne humeur, et l'hédonisme évidemment. Voilà, déjà c'est une première chose, même si ce jour-là, il y en avait un qui a failli faire une crampe généralisée, mais bon, ça fait partie des risques du métier. Alors, une deuxième chose que je voulais dire, c'est que ce que je vais vous présenter est dans le tome second de Histoire hédoniste de groupe et de géométrie de 2015, qui est bon, que je vous conseille. Je pense que à un moment, bon, quand il sera épuisé, il ne sera pas réédité, mais et c'est dommage. Et je vous le conseille. Il y a plein de petites choses assez sympathiques dedans. Alors, on commence avec les définitions de base. Et on va présenter d'abord ce que c'est un peu une configuration, puis la configuration de Cremona-Richmond. Donc une configuration pour nous, ce sera la donnée d'un ensemble fini P de points, un ensemble fini L de lignes, et en fait, on a deux ensembles finis, et puis dans le produit cartésien, on a C, la configuration. C'est un ensemble de couples qui ont été sélectionnés, qui ont été choisis dans P croix L. Et si on a un couple PL formé d'un point et d'une ligne, dans C, on dira que le point P est sur la ligne L. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, on veut faire de la géométrie. Maintenant, on peut avoir des configurations sans qu'il y ait des magnifiques symétries, mais on aime bien quand ça va s'intéresser particulièrement aux configurations qui ont des belles symétries. Et là, on parlera de type de configuration n alpha, L gamma. Ça veut dire que n est égal au cardinal de P, ici. L, c'est le cardinal de L. Et la belle symétrie, c'est que il y a un nombre fixe, alpha, de lignes qui passent par chaque point. Et il y a un nombre fixe, gamma, de points par ligne. Donc toutes les lignes ont le même nombre de points, et tous les points sont traversés par le même nombre de lignes. Voilà. Et dans ce cas-là, on a une configuration comme ceci. Alors la condition nécessaire de l'existence, rien que l'existence, d'une configuration de ce type-là, n alpha, L gamma, c'est que n alpha soit égal à n L gamma. Voilà. Bon, c'est facile à voir que c'est nécessaire parce que on regarde de deux manières C, on regarde sa projection sur P et sa projection sur L, et on applique le lemme des bergers à ces projections, et on voit que le cardinal de C, ça va être N alpha et ça va être L gamma. Donc il faut bien qu'il y ait l'égalité. Alors maintenant, les configurations se classifient à isomorphisme près. Ce qu'on va appeler un isomorphisme de configuration, c'est une application qui a un couple donne un autre couple, mais c'est pas juste une bijection entre les couples, vous voyez, c'est un isomorphisme. Il faut que ce soit cohérent au niveau des points. Un point est envoyé sur un point, une ligne sur une ligne, et il y a la préservation de l'appartenance, puisque on a un couple qui est envoyé sur un couple. Et maintenant, quand on regarde l'isomorphisme, l'ensemble des isomorphismes d'une configuration sur elle-même, ça va être des automorphismes, et ça va former bien sûr un groupe qu'on appelle hôte de C. Et voilà déjà le premier lien entre la géométrie, on peut appeler ça une géométrie des configurations, et le monde des groupes. Alors maintenant, on reste encore dans les généralités, je vais parler de la dualité. Si C est une configuration, on définit son dual, C étoile, qui va être une configuration. Les points de C étoile, c'est tout simplement les lignes de C. Les lignes de C étoile, ce sont les points de C, donc on a échangé les deux. D'accord. Et dans C étoile, L appartient à P, voilà, une ligne,
bon, qui est devenu un point en fait, hein, appartient à P, qui est devenu une ligne dans C étoile, si P et appartient à L dans C. Donc en fait, si on veut C étoile, on a juste inversé la notion de ligne et la notion de point. Voilà. Et maintenant, bien sûr, une configuration est autoduale s'il existe un isomorphisme entre C et C étoile. Alors voilà, on a fini avec les définitions de base, on va parler de la configuration de Cremona-Richmond, et on va voir que, en fait, bon, l'idée, hein, je vous l'annonce hein, tout de suite, on va avoir deux approches de cette configuration, on va la construire de deux façons différentes, une avec une approche combinatoire, une avec une approche symplectique, et le mélange de ces deux approches va apporter une réalisation du groupe d'automorphisme de la configuration. Et on va voir que le groupe d'isomorphismes, avec la première approche, il va être isomorphe à un certain groupe, avec la deuxième, avec un autre groupe, et donc ces deux groupes, de nature combinatoire et l'autre de nature symplectique, vont être isomorphes. Et on va obtenir, grâce à cette configuration, un joli isomorphisme de groupe. Alors après, on verra la construction du fameux automorphisme extérieur unique modulo les automorphismes intérieurs de S6. Voilà, grâce à cette configuration. Alors on attaque une première construction qui est purement combinatoire, la combinatoire de la théorie des ensembles. Donc ici, on a un ensemble fini à 6 éléments, A, B, C, D, E, F. Les points, ben, ça va être les paires de E, style AB, voilà, tout ça. Donc évidemment, il y en a 15 de points, hein, 2 parmi 6. Les lignes sont des partitions de E en 3 paires. Voilà. Voilà par exemple une ligne. Donc AB, CD, EF. Et ensuite, condition d'appartenance, ben, un point appartient à une ligne. Par exemple ici, AB appartient à cette ligne-là, évidemment. Bon, elle est évidente. Alors, êtes-vous prêts à voir la magnifique figure? Alors vous voyez, figure, configuration. Avant on appelait ça des figures, hein, finalement. Hein. Après c'est devenu configuration, ça a pris des lettres de noblesse. Donc voilà, vous avez 15 points, donc qui sont des paires dans A, B, C, D, E, F. Voilà, hein, vous les avez. Alors ils sont, regardez comme ils sont, donc il y a 5 qui sont ici les sommets d'un pentagone régulier. Il y en a 5 qui sont à peu près au 1 quart, ici, au quart du pentagone, là ici, sur les arêtes. Et puis, quand on rejoint ici les arêtes, ici une arête avec une arête, un barycentre d'arêtes en face, on peut construire ici une étoile régulière à 5 branches, et ça fait les 5 autres points. C'est assez joli. Alors vous voyez les lignes, par exemple AB, CE, DF, voilà, donc c'est des partitions hein, en 3 paires de l'ensemble E. Voilà. Alors on va regarder le type de la configuration, il y a une très très belle symétrie, hein, si vous regardez bien. Et oui, le type de cette configuration est 15-3, 15-3, c'est-à-dire non seulement c'est bien de la forme N alpha, L gamma, mais en plus de ça, N alpha est égal à L indice gamma, quoi. N est égal à L et alpha est égal à gamma. Et c'est de là qu'on va tirer une certaine dualité. Donc elle est de type 15-3, 15-3. Hein. Donc vous voyez que chaque ligne possède évidemment 3 points. Et puis par chaque point passent 3 lignes. Donc par exemple, AB appartient à ces 3 lignes-là. Voilà. Et le nombre de points, bah, c'est 2 parmi 6. Le nombre de lignes, bah, là c'est un nombre multinomial ici,
Mais comme les lignes, donc c'est le nombre multinomial factoriel 6 sur 2 fois 2 fois 2, parce qu'on veut mettre des paires, donc ça c'est des factoriels 2, factoriel 2, factoriel 2. Mais comme l'ordre ne compte pas, ici, on divise par factoriel 3. Et là, c'est une coïncidence numérique, magnifique. Et souvent, ces histoires de configuration, ces histoires d'isomorphisme exceptionnel de groupe, proviennent au départ d'une coïncidence numérique. Et là, on a deux façons d'approcher le nombre 15 avec des binômes différents. Et ça va, vous allez voir ce que ça va donner. Alors déjà, proposition, j'affirme que cette construction permet de dire que le groupe des automorphismes de configuration qu'on a défini, il est isomorphe au groupe de permutation S6. Alors pourquoi S6 agit naturellement sur la configuration, évidemment. L'action est fidèle, et ensuite argument de cardinalité. Alors on va voir ça directement sur la configuration. Donc déjà, action, ah oui, on agit à partir du moment où, on a une permutation des 6 lettres, du coup ça va permuter les paires. Bon, alors par exemple, regardons la transposition AB, comme elle va agir, elle va transformer AB en AB, DF en DF, CE en CE. Bon, donc déjà cette ligne elle va être conservée. AF par contre va être transformé en BF. BF qui est où? Il est là. BF en AF, etc., etc. Mais évidemment, ça va bien conserver globalement la configuration. C'est-à-dire que ça va envoyer une paire sur une paire, ça va envoyer 3 paires qui forment une partition en 3 paires qui forment une partition, et ça va conserver l'appartenance. Bon, alors maintenant ça agit fidèlement. Bon, évidemment, hein, si on a une permutation qui laisse fixe toute la configuration, en particulier elle va laisser fixe tous les points de la configuration, et ça va être forcément l'identité. C'est-à-dire si AB est transformé en AB, c'est que soit A est transformé en A et B en B, soit l'inverse. Mais non, parce que si A est transformé en B et B en A, AF ne serait pas fixé puisqu'il serait transformé en BF. Voilà. Donc finalement A est transformé en A, B en B, et puis tous les autres sont fixés aussi. Donc on a la permutation triviale. Donc on a une action fidèle, ce qui veut dire que S6 s'injecte dans le groupe des automorphismes de C, de la configuration de Cremona, Richman. Voilà. Alors maintenant, le dernier point, c'est l'argument de cardinalité. On va montrer que les automorphismes, alors pour l'instant on a S6 qui s'injecte dans haute de C, et on va montrer que le cardinal de haute de C est inférieur à 720, c'est-à-dire inférieur au cardinal de S6. Et comme ça, on est sûr d'avoir un isomorphisme. Alors allons-y. Bon, je vais partir ici de là, je vais partir d'un point. Je vais prendre sigma, un élément du groupe d'automorphisme de C. Et je vais compter combien il y a de sigma possible, au maximum. Donc ici, CE, au maximum, CE, vous pouvez l'envoyer sur 15 points. Voilà. Donc ça fait 15 possibilités. Donc on peut se ramener donc, au fait que CE est envoyé sur CE maintenant. AB, maintenant, on va regarder l'image de AB. Donc on a supposé que CE était fixé maintenant. Hein. On a déjà 15 possibilités. AB, combien il y a de possibilités pour AB, sachant que CE est fixé? Forcément, AB va être envoyé sur un élément qui est aligné avec l'image de CE, c'est-à-dire avec CE. Donc combien il y a d'éléments alignés avec CE, mais qui ne sont pas CE, attention, parce que CE ça a déjà été pris. Donc vous avez AB, DF, ça fait 2, AF, BD, ça fait 4, et BF, AD, ça fait 6. Donc AB peut être envoyé sur au maximum 6 éléments. Donc ça fait 6 fois 15, 90. Maintenant on va supposer que AB
est fixé. Toujours supposer qu'il est fixé. Donc maintenant CE et AB sont fixés. Donc maintenant DF est fixé. L'image de DF, c'est fixe, parce que c'est le seul qui soit restant sur la ligne. Donc on va regarder AF. Alors AF, faut qu'il soit son image, faut qu'elle soit alignée avec CE, mais pas sur cette ligne-là, parce que ça y est, cette ligne-là est complètement prise. Donc il va y avoir AF, BD, BF et AD. Donc 4 possibilités, toujours au maximum. Je fais des majorations. Donc ça fait 4. Donc on était à 90, là maintenant on est à 320. Bon, donc maintenant ça y est. AF est envoyé, on va supposer, sur AF. Maintenant, ça fait que BD est forcément envoyé sur BD. D'accord? Donc on a tous ces points-là, 1, 2, 3, 4, 5 points fixés. Et maintenant BF. BF, il est forcément envoyé sur un point qui est aligné avec CE, et différent de ceux-là. Et donc il ne reste plus que 2. Donc là, ça va faire 2 possibilités au maximum, c'est-à-dire 360 fois 2, 720. Ça y est, on a atteint 720, et maintenant, il faut voir que c'est blindé, c'est-à-dire qu'on ne peut plus, tout est fixé maintenant. Donc on suppose qu'on a ces 3 lignes fixées point par point. Bon regardez par exemple AC. Alors, il faut montrer que AC, maintenant, il est fixé. Pourquoi il est fixé? Parce que AC, il est aligné avec DF qui est fixé, il est aligné avec BD qui est fixé, et il est aligné avec BF qui est fixé. Et il n'y a qu'un seul point qui est aligné avec ces 3 points-là. Donc forcément, AC est fixé. Donc DF est fixé, AC est fixé, donc ça va faire que BE est fixé. Voilà, etc. Alors après, on peut continuer. Comme BE est fixé et que AF est fixé, ça fait que CD est fixé. Comme CD est fixé et que BF est fixé, AE est fixé. Comme BD est fixé et AE est fixé, donc CF est fixé. Maintenant, donc BE était fixé, donc on a AD qui est fixé. Maintenant, on est convaincu que ça y est, maintenant on fixe tous les points. On ne peut pas dépasser les 720. Et du coup, lui qui s'injectait là-dedans devient un isomorphisme, et on a montré que l'automorphisme de la configuration de Cremona-Richmond, c'est exactement S6. Donc maintenant, on va attaquer la deuxième construction de la même configuration. C'est maintenant une approche symplectique. Alors juste pour rappel, vous avez cette matrice antisymétrique, d'accord, de taille 2n, identité moins identité, donc c'est antisymétrique, et on s'intéresse au groupe des matrices de passage de GL2n de FQ, on est sur un corps fini, qui stabilise par congruence cette matrice-là, JN. Donc ça, c'est le groupe SP2n FQ, c'est comme des matrices orthogonales, sauf qu'on remplace IN par JN. Alors, ça représente géométriquement, ça c'est la matrice d'une forme bilinéaire alternée. Donc c'est une forme bilinéaire qui va envoyer le couple XY sur X transposé JN Y, et qui va vérifier que oméga de XY est égal à moins oméga de YX. Et SP2N, c'est juste le groupe qui respecte cette forme bilinéaire alternée. Donc on a simplement dit les choses autrement, on les a dites sans langage matriciel, avec un langage directement porté sur la géométrie. Alors, c'est assez facile, ça va être le truc qu'on va admettre. Les groupes symplectiques en cardinal fini, c'est assez facile de calculer leurs cardinaux. Les actions ont des invariants assez simples à calculer, et on peut calculer les cardinaux. Alors toujours pareil, vous pouvez le voir
dans le chapitre 4 de Histoire hédoniste de groupe et de géométrie. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a une coïncidence numérique, encore une fois. Alors, le cardinal de S6, c'est 720. Et là, quand on prend Q égale 2 et N égale 2, ça va nous faire que le cardinal de SP4 de F2, ça va être 2 puissance 4, donc 16, fois 2 puissance 2 moins 1, donc ça fait 3, fois 2 puissance 4 moins 1, ça fait 15. Donc on a 15 fois, on avait dit 3, 45, et 45 fois 16, je vous laisse vérifier que ça fait bien 720, et donc on a cette égalité-là. Voilà. Alors, on va maintenant essayer de retrouver ce groupe-là, SP4 de F2, qui va être réalisé comme groupe d'automorphisme de configuration de la configuration de Cremona-Richman. Alors là, ça commence, on va rentrer dans Alice au pays des merveilles et l'algèbre de boules. Là, on rentre dans le merveilleux. Si E, c'est un ensemble à n éléments, d'accord? Donc on va supposer numéroter de 1 à n. V, donc ça va être P de E, l'ensemble des parties de E. Alors, V, donc les parties de E, munies de la différence symétrique et de l'intersection, c'est un anneau. Hein, c'est ce qu'on appelle l'algèbre de boules de E. Le neutre, ici pour delta, c'est l'ensemble vide. Le symétrique de A, d'une partie A pour delta, c'est le complémentaire de A. Et bon, l'intersection, on vérifie qu'elle est distributive sur la différence symétrique. Bon, on a une structure d'anneau. Hein. Mais quand on va faire A delta A, on tombe sur le neutre. A delta A est égal à l'élément neutre. Donc en fait, on peut mettre une structure de F2 espace vectoriel, c'est-à-dire que Z agit, puisqu'on a un groupe ici, V delta c'est un groupe, Z agit sur V, hein, et 2Z est nul. Donc on a une action de Z sur 2Z qui va nous donner un F2, espace vectoriel de dimension n, qui exprime exactement que tout élément est annulé par 2. C'est-à-dire que quand on le fait 2 fois, A delta A, ça fait 0. Donc on a un espace vectoriel, bah oui, et quelle est sa dimension? Bah forcément, comme le cardinal de V c'est 2 puissance n, forcément sa dimension c'est n. Voilà. Alors maintenant, on introduit une forme bilinéaire sur P2, sur V. C'est cette forme-là, c'est le cardinal, donc ici c'est une partie, une autre partie, on va prendre le cardinal de l'intersection, mais modulo 2. Comme ça on est bien dans F2. Bon, on vérifie que c'est bien, c'est symétrique, évidemment. Alors c'est symétrique, mais comme on est sur F2, c'est antisymétrique aussi. Donc il faut vérifier que oméga de A, B delta C, c'est oméga de AB plus oméga de AC. C'est la bilinéarité. Comme c'est symétrique, ben, ce sera vrai d'un côté comme de l'autre. Et donc c'est la distributivité. Et le fait que modulo 2, quand on fait delta, ben, modulo 2, c'est comme la réunion. Parce qu'en fait, en faisant delta, on fait la réunion. Alors la réunion, ça veut dire déjà qu'on enlève l'intersection des deux. Et on enlève encore une fois l'intersection des deux. Donc on enlève 2 fois l'intersection des deux. Donc ça nous fait bien ça, modulo 2. Donc on a bien une forme binaire. Elle est symétrique, mais bon, alternée, voilà. On préfère la voir comme une forme alternée parce que le groupe alterné est beaucoup plus connu beaucoup plus facile. Les formes alternées sont plus faciles à classifier que les formes symétriques. Bah, disons que les formes quadratiques. Et on va appeler V0 l'ensemble des parties de V de cardinal pair.
Alors j'affirme que V0 c'est un hyperplan de V. Parce que si on regarde phi, l'application qui a A donne le cardinal de A modulo 2, on est dans F2, et ben on vérifie que c'est bien une application linéaire, d'après les choses qu'on a vues précédemment. Et donc V0, ben, c'est simplement le noyau de cette application linéaire. Et donc c'est l'hyperplan, hein. C'est un hyperplan, donc son cardinal c'est 2 puissance n-1, puisque sa dimension sur F2, maintenant c'est n-1. Je trouve ça très amusant, voilà, c'est exotique. Donc maintenant, la proposition, ce que j'affirme, c'est que oméga est dégénéré encore sur V0 croix V0 parce qu'il y a E. Alors donc, on va supposer maintenant que n est pair. Alors effectivement, quand on va prendre E, si on fait oméga E, alors on suppose que n est pair, hein, ici, je ne l'ai pas dit, mais voilà, je le dis. Oméga E A, quelle que soit A, quelle que soit la partie A, bah, ça va être le cardinal de l'intersection, donc le cardinal de A, mais comme A est dans V0, A est pair, donc ça va faire 0. Donc on voit bien que E est dans le noyau de la forme oméga, et donc, comme il est dans le noyau de la forme oméga, la forme est dégénérée, hein. Et en fait on montre très facilement que si on passe au quotient, donc on a une droite qui est dans le noyau, mais en fait le noyau c'est exactement cette droite, et donc quand on passe au quotient par cette droite, on a maintenant un espace, donc on avait un sous-espace, un hyperplan ici, maintenant on quotiente l'hyperplan par cette droite là engendrée par E. Les droites c'est 2 points, hein. C'est le vecteur nul et 1 point, on est sur F2. Hein. Et donc maintenant, ça c'est de dimension, on a encore enlevé 1, donc la dimension c'est n-2, et le cardinal c'est 2 puissance n-2. Donc maintenant, on suppose que n égale 6, hein, ce qui fait que notre espace ici est de dimension 4, muni d'une forme non dégénérée. Alors on sait que les formes non dégénérées, des formes alternées non dégénérées, elles sont uniques à isomorphisme près. Et donc notre forme que j'ai passée au quotient, donc c'est oméga bar, elle va donner lieu à un groupe, hein, un stabilisateur de cette forme, comme on a vu tout à l'heure, et comme on est en dimension 4 sur F2, ça va être exactement SP4 de F2. Voilà. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a réalisé SP4 de F2 comme un groupe d'automorphisme de V0 bar qui respecte la forme oméga bar. Alors maintenant, on va se rapprocher de la configuration de Cremona. Et la première remarque, c'est que, étant donné qu'on a quotienté par E, et qu'on est sur F2, AB, c'est pareil que moins AB, puisqu'on est sur F2, 1 c'est moins 1. C'est pareil que E moins AB, puisque E c'est 0, on a quotienté par E. E moins AB, c'est le complémentaire. Donc en fait, on fait la soustraction par rapport à delta, mais c'est aussi l'addition, hein, si vous voulez. Donc c'est le complémentaire. Et donc en fait, ce qui fait que la classe, hein, donc on a quotienté par E, la classe de AB, c'est pareil que la classe du complémentaire de AB. Donc, étant donné qu'on a des éléments de paire, hein, de cardinal paire, eh bien, on peut toujours se ramener juste à des paires AB. Donc la conclusion, c'est que si on veut regarder des éléments non nuls dans V0 bar, on peut toujours se ramener à une paire. Voilà. Un représentant, hein, modulo E, qui soit une paire. Donc maintenant la construction, on prend n égale 6, voilà. Les points de notre configuration, ça va être les vecteurs non nuls, ici de V0 bar, d'accord. Donc il va y en avoir 2 puissance 4 moins 1, puisqu'on prend non nul, donc bien 15, et ça correspond bien, ils ont tous pour représentants
des paires. Les lignes, eh ben, ça va être des plans totalement isotropes, d'accord, pour oméga. Et relation d'appartenance, ben, un point appartient à L si le vecteur appartient au plan. Alors totalement isotrope, hein, ça veut dire que quand on prend deux points du plan, ben, oméga de ces deux points, ça fait toujours 0. Alors on va voir que c'est bien la configuration de Cremona-Richmond. Regardons, on va regarder la forme des points et des lignes. Alors les points, on a vu que c'était des paires, donc ici vous allez avoir 0. Vous prenez un élément V0 qui est de cardinal pair, d'accord? On a vu que modulo E, donc dans V0 bar, bah, c'était la même chose avec son complémentaire, donc on peut toujours le voir comme une paire. Donc on peut le choisir égal à AB. Maintenant, je vais en prendre un deuxième, parce que je veux créer un plan. Pour l'instant, avec 0 et F, je fais juste une ligne. Maintenant, je veux créer un plan isotrope, totalement isotrope. Donc ici, je prends un deuxième point, qui n'est pas sur cette ligne. Donc je vais l'appeler CD. Et donc, comme on est dans un plan totalement isotrope, ça veut dire que oméga de f, f' égale 0. Donc ici, on a cette intersection-là qui est nulle. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que l'intersection, qui va être de cardinal pair, ben, forcément, ça veut dire que AB est une paire disjointe de CD. Voilà. Et maintenant, donc, le fait que ce soit totalement isotrope, c'est juste de dire que les deux paires sont disjointes. Voilà. Et maintenant, le troisième point ici, parce que comme on a un plan sur F2, donc on a un troisième point non nul, il y a 4 points en tout, 2 au carré, ben c'est la somme de F et de F', donc c'est F delta F', ben finalement on voit que ça va être la troisième paire manquante, EF, puisqu'on prend la réunion, puisqu'ils sont disjoints, mais comme on est modulo E, ben, on peut prendre le complémentaire et ça fait EF, pour se ramener à une paire. Voilà. Donc en fait, on voit qu'on a bien la configuration de Cremona-Richmond, puisqu'on a retrouvé, en parlant de plans totalement isotropes, on a retrouvé les paires non nulles et les partitions de E en 3 paires 2 à 2 disjointes. Donc, conclusion, on voit que SP4 de F2 agit sur la configuration de Cremona-Richmond, puisqu'elle laisse fixe finalement les points, évidemment, puisque elle va envoyer une paire sur une paire, puisque les points, c'est juste des paires. Elle va, étant donné qu'elle préserve oméga, elle va envoyer un sous-espace totalement isotrope sur un sous-espace totalement isotrope, donc elle préserve les lignes, et évidemment, elle préserve l'appartenance, puisque si un point appartient à un plan, alors l'image d'un point va appartenir à l'image du plan. Et comme il y en a 720 et que ça agit fidèlement, eh bien on voit que SP4, il se réalise comme le groupe des automorphismes de Cremona-Richmond. Ce qui nous fait qu'on a bien un isomorphisme SP4 de F2 et S6, puisqu'ils sont tous les deux en commun isomorphes au groupe des automorphismes. Et on voit que la configuration a joué le rôle de pivot entre les deux, d'entremetteur entre les deux. Alors maintenant, on va voir la dualité, on va mettre de la dualité dans cette histoire. Donc la configuration de Cremona-Richmond, j'affirme qu'elle est autoduale. Donc c'est-à-dire qu'elle est isomorphe à sa configuration duale. Ce qui pouvait déjà nous mettre la puce à l'oreille, c'était qu'elle était de type 15-3, 15-3, mais ça, il y a des configurations différentes de la configuration de Cremona-Richmond, de type 15-3, 15-3, et qui ne sont pas autoduales. Voilà. Donc, regardez comment on fait pour créer la dualité. Il faut envoyer chaque point sur une ligne,
de sorte à ce qu'il y ait respect hein, de l'appartenance, respect de l'alignement. Donc par exemple, ce qu'on va faire pour construire ça, ça va être très visuel. On va envoyer les points de cette étoile sur les lignes, ici, les 5 lignes, donc il y a 5 points de l'étoile, sur les lignes extérieures du, du pentagone, là, ici. Voilà. Donc CD, par exemple, on va l'envoyer sur cette ligne-là. Alors ça veut dire quoi? Je vais envoyer maintenant EF, d'accord, qui est aligné avec CD sur, du coup, cette ligne, je vais l'envoyer sur cette ligne-là. Voilà. Maintenant, BD sur cette ligne-là, DE sur cette ligne-là, BF sur cette ligne-là. Voilà. Vous voyez que ça nous fait un truc assez cohérent. Maintenant, ça y est, on a regardé les images de ces 5-là, c'est ces 5 lignes. Maintenant, regardez, si vous voulez regarder l'image de AB, maintenant on va regarder l'image de ces points qui sont aux 3/4, là. D'accord? Donc regardons par exemple l'image de AB. AB, c'est le 3e point de CD et EF, sur la ligne CD-EF. Donc maintenant il est clair que la ligne ici va correspondre à l'intersection ici des deux, donc de DF, et donc que AB, ça va avoir pour image forcément la 3e ligne qui passe par DF. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a ici les 5 points qui ont trouvé leurs images, ici. Ces 5 points-là trouvent de la même manière leurs images. Donc là, ça va être lui, ça va être lui, son image, ça va être lui, etc. etc. Et maintenant, il n'y a plus qu'à regarder. Donc là, on a déjà l'image de 10 points. Il suffit de regarder l'image de ces points-là. Alors, comment on fait pour avoir l'image de ces points-là? Étant donné que vous avez l'image de lui et l'image de lui, par exemple, hein, d'accord? Et lui, forcément, ça va être la 3e ligne qui passe par le point commun de l'image de ces deux points-là. L'image de ces deux points-là, ça va être des lignes, et il va y avoir une 3e ligne, et ça va être ça. Donc on a toutes les images. Alors c'est une petite prise de tête, mais regardez, hein, on est récompensé par une magnifique correspondance entre les points, l'autodualité de C, hein, l'isomorphisme qui est entre C et C étoiles. Ça va être une magnifique correspondance, là, ici, que vous voyez là. Et maintenant, on peut en déduire un automorphisme extérieur de S6, c'est-à-dire qu'il existe donc une bijection qu'on appelle un isomorphisme de configuration. Hein. Maintenant, si on prend sigma dans S6, on va construire un sigma étoile indice, ici, dans le groupe des automorphismes de la configuration, bien sûr, qui est naturel, qui a une paire donne ceci, et un sigma indice supérieur, ici, d'accord, dans l'automorphisme de cette configuration-là, qui envoie un point, donc qui est devenu une ligne, c'est ça les points finalement, puisqu'on est dans le dual, et sur l'image hein, donnée par sigma. Donc là, c'est que des choses très très naturelles. Et maintenant, pour sigma dans S6, on va définir sigma Schrick comme phi-1, sigma étoile, phi. Donc ça va bien partir d'un automorphisme de C étoile, mais les automorphismes de C étoile, c'est S6, et ça va arriver vers un automorphisme de C, et c'est aussi S6. Donc ça va bien être un automorphisme de S6. Parce que c'est une conjugaison, donc c'est un morphisme, une conjugaison.
Voilà. Donc, en gros, voilà ce que j'ai dit. Et en fait, on va voir que on voit que ça fournit un automorphisme de S6, mais qui va envoyer ben, une transposition sur une triple transposition ici. Donc ça ne peut pas être un automorphisme intérieur. En fait, il va donner, ceci va être envoyé sur ça, etc., etc. Voilà. Donc on a ça en prime. Donc je terminerai maintenant sur une ouverture que je vous conseille, sur les configurations. Il y a beaucoup de configurations dans le monde des maths. Ça généralise de façon très exotique les géométries classiques que l'on connaît. Et par exemple, vous avez la configuration qu'on appelle le plan de Fano. Voilà, c'est une autre configuration. C'est quoi? Ce sont les droites de f2 au cube. Donc les droites finalement de f2 au cube, elles ont deux points. Il y a le vecteur nul, et puis un autre point. Donc ici, ce qu'on met, c'est juste un point. Donc vous avez les trois. Donc ici, vous avez les 7 points non nuls en fait, de f2 au cube. D'accord? Donc 8 moins 1. Hein. 2 au cube moins 1, ça fait 7. Voilà. Et ces droites-là, elles forment des plans. Donc l'alignement, les lignes sont les plans. Et vous avez 3 droites, évidemment, par plan. Donc on a une configuration de type 7-3, et elle est autoduale 7-3, 7-3. Voilà. Alors, ça s'appelle le plan de Fano, et ça permet de démontrer que GL3 de F2 est isomorphe à PSL2 de F7. Alors comment? Toujours pareil, cette configuration, on va la regarder de deux manières différentes. Soit, justement, elle est réalisée comme les droites de, F2 au cube. Et donc dans ce cas-là, on va voir que GL3 de F2, comme tout à l'heure, ça va être le groupe des automorphismes du plan de Fano. Et on peut aussi le voir autrement. Alors là, c'est un peu compliqué, c'est avec on peut la réaliser par des triangles équilatéraux sur P de F7. Alors ça, c'est passionnant. Donc vous pouvez le voir dans Histoire hédoniste de groupe et de géométrie. Et donc en le réalisant d'une autre manière, on va tomber sur un groupe complètement différent et en fait égal, puisque ça va être le groupe il va y avoir bien sûr beaucoup de coïncidences numériques. Une autre histoire, c'est ceci, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais ça c'est la configuration de Desargues. Vous avez une configuration de type 10-3, 10-3, et qui vous donne que, j'ai oublié de mettre F, que S5 est isomorphe à PSL2 de F5. En fait, on peut la réaliser de deux manières différentes. D'une part, alors avec ce qu'on appelle des triangles autopolaires. Alors ça, c'est un petit truc dont on est assez content avec Jérôme Germoni d'avoir fait ça dans le livre. Et puis on a écrit aussi un article qui généralisait ces choses-là. Et d'autre part, par une combinatoire. Je vous l'explique un peu. Alors ça, je ne peux pas trop vous expliquer les triangles autopolaires, mais ici, S5, c'est assez facile à voir. En fait, si on regarde ce plan-là, où vit la configuration de Desargues, il y a 10 éléments ici, il y a 10 points ici. Ils n'ont pas tous été numérotés, d'après ce que je vois. Bon. Et en fait, il y a comme un maître des marionnettes là, qui manipule toutes les ficelles. Vous prenez 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, c'est les points 1, 2, 3, 4 et 5 dans l'espace. Eh bien, vous prenez ça et alors vous les prenez génériques et vous projetez chaque droite que vous pouvez créer. Donc vous pouvez créer 2 parmi 5, donc 10 droites parmi ces 5
ces 5 points, et ces 10 droites, vous les intersectez avec le plan, ici. Donc par exemple, 1, 4, ça va vous donner le point 1, 4, 1, 2, ça va vous donner le point 1, 2 qui est là, 3, 4, ça va vous donner le point 3, 4, etc., etc. Bon. Et en fait, ça vous donne la configuration des argues. Mais cette construction fait que si on permute les 5 points, ben on permute forcément la configuration des argues, et on n'a que l'automorphisme de la configuration des argues, on arrive à voir que c'est S5. Et après que S5, c'est PSL2 de F5. Bon. Voilà des choses, je trouve, passionnantes. Et elles se trouvent dans ce Histoire hédoniste de groupe et de géométrie, chapitre 5. Voilà, donc merci de votre attention et bonne lecture hédoniste.